Très bien. Je voulais vous proposer que nous abordions finalement des exemples. Il y a une question qui était, je crois que c'est vous, madame, qui l'aviez posée, sur tout ça, ça paraît bien rose dans ce qu'on a entendu jusqu'ici. C'est pas si rose. Et à vrai dire, plus on monte au niveau des directions générales, moins c'est rose. Donc c'est un éclairage complémentaire que nous allons avoir à travers vos vécus. Agnès Lemarchand, je vous propose peut-être d'échanger avec nous sur quelques expériences que vous avez vécues. C'est ouvert ? Oui. Ça marche, oui. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous et merci de m'avoir sollicité pour participer à ces journées. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors nous avons la lourde tâche de terminer cette journée, donc il va falloir que nous soyons très percutants pour, je l'espère, initier vos questions et entrer dans le débat. Vous me demandez, Étienne Deroure, de livrer un témoignage en tant que directeur général de ce que peut être la diversité. Alors, j'ai beaucoup réfléchi depuis, bien sûr, que nous en avons parlé et j'ai pléthore de témoignages, mais je vais vous en livrer un en particulier. Nous sommes en 98 et je suis au sein du groupe Lafarge et on vient de me proposer de prendre la direction générale de Lafarge Chaux. Bien sûr, je suis extrêmement motivée et tout à fait séduite par la confiance qui m'est accordée. Mais lorsque je rencontre le directeur général du groupe, Bernard Casriel, en lui disant combien je suis bien sûr motivée, je pose une condition sine qua non à la prise de cette fonction, qui est celle de bâtir ma propre équipe. Alors, il faut que je vous donne quelques éléments de contexte pour que vous décodiez cela. La chaux est un élément très proche du ciment, était une activité qui servait essentiellement le marché de la construction. C'est un liant hydraulique, donc à nouveau utilisé de façon assez similaire à celle du ciment. Il est utilisé également comme mortier donc dans les façades, habitats. Et parce que je connaissais ce produit, ma stratégie était de développer l'activité sur un marché qu'on appelle protection de l'environnement et qui veut dire de façon plus précise le traitement des eaux et des fumées. Deuxième élément de contexte, l'équipe. L'organisation était classique, la chaux est une activité mondiale avec des usines qui étaient aux États-Unis et en Europe essentiellement et avec des patrons de filiales. Et l'équipe centrale qui se trouvait à Paris était constituée de 7 personnes, organisation classique, directeur de la performance, directeur technique, directeur financier. Ces 7 personnes étaient tous des hommes, issus ingénieurs, issus de petites grandes écoles. Et sur les 7, 6 avaient passé plusieurs années dans l'activité ciment, qui était l'activité centrale de Lafarge. Vous me direz, tout ça est normal, puisque jusqu'à présent, la chaux était une activité connexe au ciment. Parce que je voulais développer une stratégie qui consistait à aller sur un marché complètement nouveau, un marché où finalement on ne vendait pas un produit, mais un service, qui était celui de la qualité du rendement obtenu. On traitait des eaux, des fumées, et on devait garantir les rendements qui étaient obtenus sous la pression des normes européennes et américaines qui étaient de plus en plus drastiques. Je savais qu'il me fallait une équipe différente. Donc rassurez-vous, j'ai obtenu gain de cause, et d'ailleurs je suis tout à fait reconnaissante à la direction de Lafarge d'avoir compris mes propos. Et j'ai fait donc venir autour de moi des personnes de profils complètement différents. Un normalien, Lettres, qui est aujourd'hui d'ailleurs, qui a été un excellent stratège et qui est aujourd'hui un homme de confiance dans le groupe Mullier. Un franco-japonais, le marché asiatique est un marché sur lequel Lafarge était très peu. Or, il y avait des développements très intéressants à prendre là-bas. Un Américain qui ne connaissait pas le ciment, mais qui connaissait la négociation de grands contrats. Et sur les 7 personnes, 6
ont été des personnes donc, de profils complètement différents, de nationalités différentes, venant de cultures différentes, issues d'industries différentes. Et j'ai le plaisir de vous dire que nous avons fait ensemble un excellent travail, que collectivement nous avons d'abord bâti cette stratégie. Nous avons en 2 ans fait l'acquisition du leader américain du traitement des fumées, qui est une société cotée. Nous avons établi un partenariat en Europe avec le numéro 1 de l'HE européen, qui lui était sur ces marchés autres que la construction. Et nous avons enfin établi un partenariat au Japon qui a été tout à fait innovant pour Lafarge et qui dure encore aujourd'hui. Donc, pourquoi je vous dis tout cela? Simplement parce que j'ai vécu ce que la diversité peut faire en termes de performance. Je crois et je suis convaincue que c'est par la diversité de cette équipe que nous avons pu ensemble développer la stratégie que nous avions choisie et finalement, pour le dire humblement, ça s'est quand même finalisé par des résultats à la fois en termes de part de marché et à la fois en termes de profit et de rentabilité sur les capitaux investis. Donc c'était une belle histoire. Pardonnez-moi, vous me demandez un exemple, donc je n'aime pas trop parler de moi, mais c'est voilà, l'anecdote la plus marquante. J'ai une question par rapport à cette expérience pour en tirer quelques lignes directrices. Finalement, qu'est-ce que vous avez fait de différent que ce que vous auriez fait si vous aviez gardé les personnes de la culture ciment. Alors évidemment, c'est difficile de comparer ce qu'on a... Pardonnez-moi d'être un peu, j'allais dire, tranché dans mon propos, mais je n'aurais pas pu mettre en œuvre cette stratégie avec les personnes et des personnes qui étaient extrêmement compétentes dans l'activité cimentière. Je n'aurais pas pu mettre en œuvre sa stratégie et obtenir ces résultats. Lorsqu'il s'est agi d'aller négocier avec Dravo, qui était une société américaine cotée, le leader, je vous dis, du traitement des fumées, l'approche n'était pas du tout celle de la direction cimentière, qui était essentiellement garantissez-moi un rendement. Il faut que vous compreniez que jusqu'à présent, la chaux avait été... L'optimisation des résultats de la chaux était tirée par les coûts, par l'optimisation des coûts. Donc, la performance industrielle, et c'était tout à fait louable, hein, il fallait bien que nous ayons des coûts compétitifs, mais l'approche était le plus de volume possible, un écrasement des coûts, donc des coûts compétitifs. La performance, ça veut dire de la performance industrielle, de la performance technique. Or, je dirais, ça n'était pas du tout l'objectif. Donc je n'aurais pas pu le faire. D'accord, ce que j'essaie de comprendre, c'est vraiment l'actif humain, c'est vraiment cette équipe nouvelle qui a permis de réaliser ce que nous avons fait. Qu'est-ce qu'on peut en déduire concrètement de cet exemple? J'ai mis plusieurs hypothèses. Première hypothèse, on peut en déduire qu'il faut avoir un peu de toupet pour rompre avec une tradition ou une culture bien installée. Est-ce que ça, c'est une hypothèse qui fait sens? Oui. Oui, tout à fait, mais je vais peut-être écouter mes collègues si vous permettez. Non, mais je voudrais juste qu'on aille jusqu'au bout de cet exemple. Oui, enfin, vous savez, à partir du moment où vous êtes déterminé, vous avez un peu le toupet de la simplicité de dire les choses. Pour le dire différemment, ce que j'expliquais à Bernard Castriel et Bertrand Collomb, qui sont par ailleurs d'excellents dirigeants pour lesquels j'ai une très grande admiration, c'est de leur dire je ne peux pas développer la chaux si vous ne me donnez pas les moyens de le faire. Et l'actif humain, c'est ce qui va me permettre de le faire. Sinon, garder la chaux comme une sous-activité du ciment et continuer à faire de la chaux la vente d'un liant hydraulique. Mais vous me dites, essayez clairement, en fait, c'était dans le portefeuille d'activité d'essayer d'avoir un métier qui soit en contre-cycle de celui du ciment. Donc, et alors, est-ce que c'était difficile à vendre? Est-ce que c'était il y a eu quand même quelques négociations musclées. Et ma détermination était telle que si je n'avais pas pu le faire de cette façon, je n'aurais pas pris le poste. C'est vrai. Et je leur ai dit. Mais comme ce sont des gens, j'allais dire, sont des gens qui étaient extrêmement sensibles et à l'écoute,
Ils ont dit OK. Puis de vous à moi, ils prenaient un petit risque parce que dans le portefeuille de Lafarge, la rentabilité générée par la chaux représentait moins de 10%. Mais ça n'est pas une bonne raison, mais c'est une réalité. On va écouter notre témoignage. J'essaie juste de dégager quelques points. Un, de l'assurance, des convictions et l'art de les porter. On peut dire ça. Je ne cherche pas à vous flatter. Hein. Je cherche à tirer quelques points. Deux, un environnement qui permet de le faire à un bon moment. Je sentais là, visiblement, deux éléments. Une rentabilité qui permet de prendre ce risque relatif et un environnement humain qui est plutôt en ouverture. C'était ça le contexte? Très bien, merci. Jean-Philippe Puig. Je vais rebondir un peu sur ce que vient de dire Agnès. Je ne vais pas revenir parce que la journée a été excessivement riche. On est en fin de journée, donc je voulais ouvrir quelques points différents. Mais pour ce que dit Agnès, vous l'avez vu, je pense qu'Agnès, elle a un caractère, personnalité qui était telle que c'est elle qui a fait bouger les lignes. On ne se connaît pas depuis longtemps, mais on le voit en l'écoutant. Et donc ça, la conclusion, Étienne, c'est de dire, pour faire bouger la diversité dans les entreprises, ça passe d'abord par le patron. Ce n'est pas parce que je suis directeur général ou président d'une entreprise que je dis cela, mais je pense que pour les jeunes qui ont eu le courage de rester jusqu'en fin d'après-midi, choisissez votre entreprise en fonction, des valeurs et du top management, parce que c'est lui qui va donner la direction dans laquelle il va aller. Alors évidemment, ça peut bouger le top management, surtout si vous restez longtemps dans une entreprise. Mais je crois qu'il y a quand même un effet très important, et si ce n'est pas porté par le haut, je ne dis pas que les choses ne vont pas bouger. Parce que je crois beaucoup à la force de la société. L'entreprise, c'est aussi le reflet d'une société. Donc elle ne peut pas rester complètement à l'écart de la société. Elle peut être un peu à l'avance, mais pas trop à l'avance non plus. Donc, mais voilà, je crois beaucoup aussi à ce que les gens peuvent faire par eux-mêmes, mais ça vient du haut. Alors moi, je voulais ouvrir peut-être 2-3 dimensions que je n'ai pas forcément beaucoup entendues aujourd'hui. Je pourrais dire plein de choses sur ce qu'on fait, sur la parité, sur le handicap, sur toutes ces choses-là, mais ça a été très bien couvert. Il y a 2-3 choses, moi ce qui m'intéresse dans la diversité, et en tant que responsable d'entreprise, c'est de veiller à embaucher mon futur successeur. L'embaucher dans sa qualité, le former, le garder. Et ça doit être l'enjeu de tout un chacun, de tous les managers. Et on a aujourd'hui une grande différence, peut-être beaucoup plus que dans le passé, entre les générations qui nous arrivent et nous les vieux, je me mets dedans. Voilà, et c'était très intéressant d'entendre Ondine, je ne pense pas qu'elle soit encore là, ce matin, ou cet après-midi, en début d'après-midi, quand elle nous a dit « Moi, mon enjeu en tant que start-up, c'était d'intégrer les vieux ». Elle ne l'a pas dit comme ça, mais dans les faits, c'était un peu ça, quoi. Et je crois que nous, notre enjeu dans l'entreprise, c'est d'intégrer les jeunes, de les garder. On a une différence culturelle. Et donc là, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Je fais quelques petites choses, on pourra y revenir si vous voulez des exemples concrets. Mais je crois qu'il faut travailler au niveau des entreprises pour faire en sorte qu'on attire les talents, les meilleurs talents. Et on arrive à les garder. Et cette génération qui arrive, vous les jeunes qui êtes là-haut, vous ne raisonnez pas du tout comme nous. Et c'est très intéressant, parce que c'est ça qui apporte la richesse et la diversité. Donc, un exemple, puisque je viens de créer un comité exécutif des jeunes, donc dans mon entreprise, donc 25-35 ans, donc il y a des règles, on démarre, donc je ne sais pas exactement où on va aller, honnêtement, je n'ai pas réfléchi à tout. On a démarré les 2 premières réunions, mais c'est passionnant, donc ça représente la diversité de l'entreprise. Je fais exprès de prendre un peu plus de femmes que d'hommes, voilà, mais ça c'était un peu volontaire, mais des fonctionnels, des opérationnels, des Français, des Marocains, des Anglais, etc. Donc c'est très intéressant et je leur ai donné un premier travail, au-delà du fait qu'ils regardent exactement les mêmes sujets que le comité exécutif. Alors, je ne dis pas des vieux, ça les vexe un peu, mais enfin des anciens. Ils regardent les mêmes sujets, ils vont nous donner des recommandations, et je leur ai donné aussi quelques sujets, et dont un, et ça sera mon deuxième thème sur lequel il faut travailler la diversité, c'est on construit un campus, 700 personnes à Rennes. Je leur dis voilà, c'est très simple, voilà, il y a les murs, je ne sais pas ce que je fais dedans. Vous êtes entre 25 et 35 ans, c'est vous qui allez vivre plus longtemps là-dedans. Donc qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'organise? On met des couloirs, on met des bureaux, on met des fauteuils. Je sais très bien que j'ai un fils qui a 31 ans, il ne va pas rester dans un bureau, il a besoin de prendre un ordinateur, d'avoir 3 écrans, il a envie de changer, il va descendre, il va se mettre dans un fauteuil, il va aller faire un ping-pong, il va revenir, il fait 14 choses en même temps. Vous ne pouvez pas fonctionner dans un système organisationnel tel qu'on a aujourd'hui avec cette génération-là. Donc si vous voulez la garder, il vaudrait mieux leur poser la question comment ils veulent s'organiser. Bon.
Donc ça, c'est un exemple. Je pourrais donner d'autres exemples sur les jeunes, mais on est en train de travailler là-dessus pour pousser cette diversité. Et c'est ça qui va donner de la richesse, en tout cas, moi je pense, à notre entreprise de demain. Le deuxième point, j'en arrêterai là, tiens, je peux être très long, mais c'est la diversité des parcours. Moi, honnêtement, j'ai eu la chance de sortir de cette école. By the way, ça fait 33 ans que je n'avais pas mis les pieds ici, ça m'impressionne un peu quand même. Mais je suis sorti donc très très jeune et je suis rentré à 21 ans dans une entreprise et en fait on m'a fait pendant une demi-journée faire le tour de tous les bureaux simplement pour m'exposer en disant c'est la première fois qu'ils prenaient un jeune de 21 ans comme cadre, ça n'était jamais arrivé. 21 ans, j'étais le plus jeune et j'étais le plus jeune dans plein de... ça ne dure pas, je vous rassure, hein, dans plein de boîtes et dans plein de postes. Mais j'ai eu la chance d'avoir des anciens et mes pairs qui m'ont formé en m'obligeant, ou en tout cas en me proposant tous les 2 ou 3 ans de changer de métier. Et je le dis aussi pour les jeunes qui sont encore là, il faut penser qu'on ne fera pas un seul métier. On va en faire 2, 3, 4, 5. Et c'est ça aussi la diversité. La diversité du parcours, il faut que dans nos entreprises, on puisse faciliter cette diversité parce que c'est ça qui nous donne la richesse. La richesse de l'entreprise. Au-delà, et évidemment, on l'a dit, hein, de la pluralité, je dirais d'avoir des gens qui viennent de différents pays. Je pense que c'est valable pour toutes les nationalités. C'est beaucoup plus difficile à organiser dans une entreprise. Hein. J'avais le cas d'une patronne qui était comptable et qui était très très bien. Elle était comptable de Péchinet et elle a voulu changer. Elle a fait des formations complémentaires en ressources humaines. Mais comme elle était chef comptable, elle a dit je vais recommencer en ressources humaines, mais à zéro, quoi. Donc, problème de salaire, problème de grade, problème de compétences. Et elle a dit qui est-ce qui voudrait bien de moi comme ressources humaines parce que je démarre. J'avais vu cette femme qui était remarquable. J'ai levé le doigt. Je me suis dit, moi, tu viens avec moi. Et on a fait 10 ans ensemble, extraordinaire. C'est quelqu'un qui a eu donc complètement un deuxième métier, qui a quitté l'entreprise, qui fait maintenant un troisième métier. Je crois que on a beaucoup d'exemples comme ça, et c'est ça aussi qui fait la richesse. Donc je voulais au moins amener ces deux façons de regarder la diversité j'ai pas trop entendu au cours de... Ce que j'entends, c'est la capacité que chacun doit avoir de, en permanence, se remettre en cause pour s'exposer à des nouveaux environnements et développer des nouvelles compétences. Je voudrais qu'on entende Didier Beaugrand sur une dimension qui est celle qu'on aborde en permanence quand on parle de diversité, c'est comment travailler sur l'idée préconçue, le mindset, qui a été un mot qui a été cité ce matin, qui est quand même un frein, surtout dans les grands groupes, qui ont leur culture très forte, qui ont leur pratique, qui ont leur réseau, qui ont leur baronnie. Je pense que ça parle à tout le monde, pour ceux en tout cas qui ont été des grands groupes. Comment faire en sorte que la diversité se mette en place dans des environnements qui peuvent avoir de la rigidité? Alors, tout d'abord, je voudrais dire qu'en sortant de l'école, j'ai vécu une expérience extraordinaire parce que je suis parti au fin fond de l'Afrique avec mon épouse et on s'est retrouvés, moi prof de maths et elle prof de biologie, et ça a été le bain de la diversité. J'étais jamais sorti de chez mes parents entre Paris et Royan où on passait nos vacances. C'était ça. Okay. Et tout d'un coup, plof, voilà. Et là, je me suis retrouvé avec 60 élèves en face de moi, 2 classes de 60 élèves, une de 45, sous la tôle ondulée, 40 degrés, avec des gens qui avaient une notion de l'espace et du temps qui n'avait rien à voir avec la mienne. Rien à voir. Après cette expérience, je me suis aperçu qu'en fait, pour survivre, il fallait que je les comprenne, mais il fallait que je sois un peu caméléon. Et cette expérience, en fait, où à force de voir les autres, on finit par s'identifier en partie à eux. Et j'avais, au bout de 2 ans en Afrique, j'avais plus du tout la même notion du temps. Pour moi, le temps, écoutez, on prenait son bon temps. Et ça pouvait durer beaucoup plus longtemps. Et quand je suis rentré donc dans le monde du travail, j'ai fini par faire beaucoup de postes. En 33 ans de carrière, j'ai fait 17 postes. Ça aussi, c'est quelque chose que je voudrais que les gens comprennent. Ça forme. Ça veut dire qu'on passe d'une unité à l'autre, d'un business à l'autre, d'une fonction fonctionnelle à de l'opérationnel. Et enfin, je me suis retrouvé en Russie. Et là, c'est une culture, après avoir fait la Chine, la Russie, c'est une culture à part. Une société de 60 000 personnes, 25 000 qui travaillaient pour moi. J'avais tout l'aspect
downstream, donc aussi bien le trading que le réseau, que le raffinage, enfin bref, 35 milliards de chiffre d'affaires. Et je n'avais pas le choix de mon équipe, parce que c'était une joint venture, donc 50-50 BP, de 4 oligarques. Et je travaillais avec 2 oligarques, je dirais au quotidien. Là, vous n'avez pas le choix. Je veux dire, l'équipe, on me l'a donnée. Et donc, c'est vous qui allez faire la différence. Et là, vous le savez, j'ai pris un risque. Je me suis réjoui pendant 3 ans. Et pourtant, j'ai pris des points dans la gueule. Je m'excuse de le dire comme ça. Parce que, je veux dire, travailler avec des oligarques, c'est pas facile. Okay, ce sont des brutes, soyons très clairs. Des brutes intelligentes qui ont un sens du business absolument formidable, mais qui n'ont pas la même éthique de travail que la nôtre. Et donc, quand je suis arrivé, eh ben, je me suis dit, qu'est-ce que je fais, quoi ? Maintenant que j'ai pris le job, eh ben, Didier, il faut y aller. Hein. Donc, tout le monde sait que pour savoir nager, il y a un moment donné, il faut rentrer dans l'eau. Eh ben, c'est ce que j'ai fait. Et je me suis aperçu qu'il y avait des différences et que je pouvais apporter quelque chose. D'abord, on apporte son enthousiasme. J'avais envie de changer les choses. On revient à ça, c'est la même chose. La diversité, il n'y avait pas de femmes dans mon équipe. Donc, je me suis dit, voilà, on va prendre son temps. Et alors, bon, par exemple, en Russie, on travaille bureau fermé. Hein, je veux dire, c'est la culture hiérarchique. Le patron a toujours raison. Et en plus, tout le monde a peur. C'est la culture par la peur. C'est aussi facile que ça. Donc, ce qui est intéressant, en fait, c'est que j'ai commencé à ouvrir les rideaux, j'ai ouvert la porte. Et puis, j'ai dit aux gens, vous rentrez quand vous voulez. Alors, pendant 2 semaines, personne n'est rentré. C'est évident. Ils se disaient, mais pourquoi il ouvre sa porte ? Même au bout d'1 mois, il y a même un de mes collaborateurs russes qui m'a dit, tu sais, tu ne vas pas durer longtemps. Donc, la méthode était tellement différente que, je veux dire, c'est la différence qui, tout d'un coup, leur a créé un mécanisme et les a fait réfléchir. Mais j'avais mis des règles, des principes assez clairs. Bon, par exemple, tout ce qui était corruption, éthique, c'est pas la peine de m'en parler. Je veux pas en entendre parler. Okay ? Bon, et je savais que ça se passait. Et pendant 3 ans que j'ai été là, je suis quand même pas naïf. Je sais qu'il s'est passé des choses. Je veux dire, c'est absolument clair. Mais je leur disais, c'est facile. On est dans une société directe où ça marche du haut vers le bas. Ben, quand vous venez me voir, vous avez un problème. Ben, alors venez pas me voir si j'ai pas la solution, moi. Hein. Je veux dire, je suis ni spécialiste, je peux pas être spécialiste du raffinage, du retail, du trading, du business jet, du bitume, rien. Donc je vous en prie, vous venez, vous avez une question, mais je veux des options. Et on va discuter des options. Ben, le premier, il est venu avec son problème, et puis je lui dis les options, ben, j'en ai pas, ben, je lui dis tu reviendras la semaine prochaine, hein, mais moi, ça m'intéresse pas. Et on a fait ce petit jeu, ça a duré 1 mois et demi, et au bout d'1 mois et demi, et ben, en fait, ils sont venus avec des options. Et puis au bout de 2 mois, ben, les personnes qui me rapportaient, ils ont commencé à ouvrir les rideaux, à ouvrir les portes, et ça a été fabuleux pendant 3 mois. Qu'est-ce qu'on doit garder là de ce témoignage ? Ça veut dire, c'est une chose. On est un exemple. Et ça, on a dit la même chose tous les 3. Quoi. Donc ça commence par. Donc on montre l'exemple. On montre l'exemple. 2, c'est la résilience. On n'attend pas que les autres fassent avant de faire. La résilience. Je veux dire, il faut être résilient. C'est-à-dire, si au bout de 15 jours, vous changez d'avis et vous changez vos méthodes, ça ne marche pas. Il faut être très clair. Et puis, le 3e point, c'est à un moment donné, il faut avoir clairement une vision, une stratégie. Et puis, ça prend quelques temps quand même. Et puis, vous la communiquez. Et à partir de ce moment-là, l'exemple, la stratégie, la résilience fait que les gens adhèrent. Et puis, ils vous suivent. Et puis après, ça marche très bien, tout ça. Agnès Le Marchand. Je voudrais juste rebondir sur ce que vient de dire Didier Baudrand et ce qu'a dit Jean-Philippe Pouy. Je partage comme eux la conviction que ça doit venir par le haut. Ce n'est pas seulement un exemple, c'est un engagement visible des dirigeants. Engagement visible qui se traduit par des actions concrètes. Et on n'aime pas trop le mot objectif cible quantifié, mais c'est peut-être un peu du forçage. Mais comme l'a dit tout à l'heure certains témoins, ça marche
malheureusement, parfois, par du forçage. Donc, engagement très fort, visible du patron, avec des objectifs fixés, qui sont des objectifs qui vont faire l'objet ensuite d'une évaluation de performance. Et si vous permettez, très rapidement, j'aimerais bien citer 2 exemples qui me tiennent à cœur, d'entreprises que je connais bien et qui m'interpellent parce qu'elles ont eu l'une et l'autre des résultats très concrets en matière de diversité. Et je pense que l'une et l'autre les ont obtenues parce qu'elles ont eu à leur tête des patrons qui se sont fortement engagés. Il s'agit de Peugeot, il s'agit de Saint-Gobain. Ce sont 2 exemples très précis. Hein. Je ne dis pas que ce sont les seuls à avoir mis en œuvre des actions concrètes, mais elles ont fait des choses qui sont vraiment tout à fait marquantes. Alors, je vais mettre mes lunettes parce que, parlant de chiffres, il me faut être précise, mais s'agissant de Peugeot, et sous l'impulsion de Jean-Martin Fols, que certains nombre d'entre nous connaissent bien, Peugeot a d'abord été la première entreprise à avoir été certifiée par l'AFNOR, donc la norme qui permet de mesurer l'égalité professionnelle. Et pour lutter contre les discriminations et favoriser la diversité, nous sommes en 2005, Fols a commencé par remettre à plat complètement les méthodes de recrutement et à les asseoir sur des objectifs, des critères précis et des objectifs qui étaient suivis mensuellement. Aujourd'hui, la charte qui est encore appliquée, qui s'appelle Accord diversité et cohésion sociale dans l'entreprise, qui est co-signée par tous les organismes syndicaux, est toujours celle qui a été établie en 2005. Alors j'en arrive aux chiffres parce que vraiment, d'abord, le DRH m'a fait la gentillesse de me recevoir récemment, enfin d'échanger avec moi récemment pour vérifier ces chiffres, et donc je suis heureuse de vous les donner. En 2005, 1000 jeunes sans diplôme ont été recrutés en CDI dans l'un des plus grands sites industriels français du groupe. Ça représentait 5% des effectifs du site. C'est quelque chose de... Ça ne vous paraît pas, mais 5% des effectifs d'un site, c'est quelque chose de tout à fait marquant. Ensuite, deuxième élément quantitatif tout à fait marquant, l'accord qui avait été signé stipulait l'embauche d'au moins 100 candidats diplômés de Bac+2 au Bac+5 par an, issus de zones urbaines sensibles. C'était une révolution copernicienne à l'époque, hein, et d'ailleurs, Fols m'en a parlé directement, ça a été quelque chose qui a permis quoi ? La cohésion sociale, les accords ont été signés, et qui a permis d'obtenir des résultats extrêmement sensibles qui ont été ensuite poursuivis par ses successeurs. Le deuxième exemple, Saint-Gobain, et je terminerai là, sous l'impulsion de Jean-Louis Beffa, et aujourd'hui poursuivi par... Pierre-André Chalandard, et la DRH Claire Pedini a mis aussi depuis une dizaine d'années des programmes de diversité, sensibilisation, formation, mais aussi des quotas dans les recrutements. Les chiffres qui m'ont été donnés sont les suivants. Entre 2010 et 2015, c'est 5 ans seulement, le pourcentage de dirigeants de nationalité non française est passé de 38 à 50%. On appelle dirigeants, en fait, ce sont les 100 premiers cadres du groupe sur un effectif de 170 000 collaborateurs. C'est passé de 38 à 50%. Deuxièmement, dans la diversité hommes-femmes, le pourcentage des hauts potentiels, futurs dirigeants femmes, est passé de 6 à 17%. Ça vous paraît 11 points en 5 ans, sachez bien que c'est quelque chose d'énorme. D'ailleurs, Claire Pedini a été distinguée par, j'allais dire, la féminisation de ses instances de direction. Or, dans un groupe qui est celui de Saint-Gobain, que vous connaissez probablement, qui est quand même un groupe éminemment dédié à l'habitat, à la construction, c'est quand même des exemples qui montrent le chemin est long. Le chemin est long, tout ne va pas dans le meilleur des mondes, il faut continuer à faire bouger les choses, mais ça montre à quel point, et je crois que nous sommes tous d'accord, quand les dirigeants, non seulement ce n'est pas un apparat ou des discours d'affichage, quand les dirigeants sont convaincus eux-mêmes que la diversité est une source de performance pour l'entreprise, que la diversité c'est une source aussi de cohésion sociale, ils le font, ils l'imposent et ça marche. Voilà. Merci. Alors justement, l'heure arrive bientôt à son terme. Je voudrais juste finir par ce que vous venez de dire, finalement, le bénéfice de tout ça. Alors évidemment, le point d'entrée, vous savez, la diversité, c'est l'égalité des chances.
bien sûr, pour tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde soit traité de la même manière et soit valorisé sur la base de ses compétences et de son engagement, tout le monde est d'accord là-dessus. On a vu qu'en termes d'innovation, l'entreprise était gagnante. C'est là où on a eu une table ronde sur l'innovation qui était très démonstrative. Finalement, y a-t-il d'autres critères de mesure? Alors qu'est-ce que l'un d'entre vous trois, peut-être Jean-Philippe Puig? Moi, je dirais d'abord, il y a beaucoup de difficultés en interne. On n'a peut-être pas le temps de couvrir cela. C'est pas, Agnès vient de l'évoquer, puis il y avait une question, je crois, tout à l'heure. Finalement, on a l'air d'être dans un monde merveilleux. C'est pas du tout le monde des bisounours. Et effectivement, ça nécessite d'imposer des choses si on veut avancer. Et on est quand même dans le monde de l'entreprise. On est là aussi pour finalement avoir une certaine rentabilité. Et si on le fait, c'est aussi parce que je crois qu'aujourd'hui, les gens qui nous rejoignent, ils vont regarder le salaire, c'est sûr, mais sûrement pas en premier. Et j'ai beaucoup l'occasion d'embaucher des gens, parce que finalement, les entreprises, alors il y a quelques différences, mais on est au marché, plus ou moins, un petit peu quelque chose. Mais c'est plus ça qui fait la différence. C'est la valeur de l'entreprise et c'est le bien-être dans l'entreprise. Je peux vous dire, quand vous discutez avec des jeunes, ils ne vont pas vous poser la question de savoir combien vont être payés au début. Hein. Ça va venir. Mais ils vont d'abord vous dire combien d'heures je vais travailler dans mon entreprise. Est-ce que vous m'obligez à avoir des réunions à 19h le soir? Est-ce que le week-end vous allez m'appeler? Est-ce que finalement il y a des activités extra-professionnelles organisées par l'entreprise? Comment vous êtes organisé entre midi et 2, etc. Des choses, je dirais, quand j'ai été embauché, je n'aurais pas osé poser ce type de questions. Et c'est très bien. Mais c'est réellement, quand tu poses des questions, Étienne, finalement... Pourquoi on le fait? On le fait effectivement parce que ça amène tout ce qu'on a dit toute la journée, énormément de bien à l'entreprise, de toute cette diversité, mais on le fait aussi, encore une fois, pour attirer les talents, les garder, et parce qu'on sait que si les meilleurs viennent chez nous, l'entreprise va de toute manière avoir les meilleurs résultats. Et donc c'est typiquement une démarche, entre guillemets, sociétale, mais aussi économique, et les deux sont complètement liés. Donc voilà, c'est pas facile, mais c'est la voie qu'il faut que tous on arrive à... Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent, parce que vous parlez aussi de la vision ou du regard sur le handicap, ça a complètement changé. Ça a complètement changé aujourd'hui, et c'est sûr que c'est pas facile, il y a encore beaucoup de difficultés, mais aujourd'hui, un handicapé n'est pas regardé comme il était regardé il y a 10, 15 ou 20 ans dans l'entreprise. Peut-être que vous pouvez raconter ce que vous m'avez dit il y a 2 secondes sur l'expérience en bout de chaîne. Juste 2 secondes. Bah oui, j'ai plein d'expériences, mais il y en a une qui était intéressante. Je le disais quand je voyais cette table ronde. J'avais une société qui faisait du packaging dans les médicaments. Et j'avais un directeur d'usine qui a eu, parce qu'il a eu lui-même personnellement à faire face à cette situation de handicap pour ses enfants, il a dit je vais faire quelque chose. Et il a dit voilà, on va prendre des personnes handicapées, moteurs, mentaux, enfin l'handicapé est assez lourd parce que c'est des travaux de mise en boîte, etc., qui sont tout à fait faisables. Et il a aménagé un petit peu sa chaîne et il a réuni son comité d'entreprise et il a dit voilà, je propose qu'on élargisse et qu'on intègre les handicaps. Sa réponse a été non, pas question. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont toujours être absents, ça ne va pas marcher. Donc il a négocié, il a dit écoutez, on va faire un essai pendant 1 an. Puis si au bout d'1 an ça ne marche pas, on arrêtera. Donc ça a été très compliqué à mettre en place au début. Et puis au bout d'1 an, il a réuni son comité d'établissement, il a dit écoutez, je pense que réellement ce n'est pas une bonne expérience, on va arrêter. Il l'a fait sciemment évidemment. Et alors là, tous les gens se sont levés et ont dit il n'en est pas question, c'est des gens fabuleux. On a noué des relations extraordinaires, ils ne sont jamais absents, ils sont très bons dans ce qu'ils font. Et finalement, on est comme dans une famille, il n'est pas question que vous ressortiez ces gens-là. Et donc en 1 an, la vision, alors il avait intégré pas mal quand même, hein, mais la vision du handicap a complètement changé. Voilà. Et donc, ce n'était pas une question de 6%, il devait être à 12 ou 15%. Voilà. Donc, c'est possible, mais ça a encore passé par un peu de forçage, comme tu disais, Agnès. C'est-à-dire qu'il a fallu imposer, et après, voilà, le cap est pris. Ajouter peut-être un point un peu de challenge vis-à-vis des entreprises françaises. J'ai vécu 16 ans en Angleterre, et je trouve qu'on est en retard. Désolé de le dire, mais... Ça fait quand on me parle de diversité et d'inclusion, en 90, j'étais l'exécutive assistante du CEO de BP. J'étais le premier non-anglais à faire ce job.
j'ai eu le droit à la photo et tout, j'ai eu horreur de ça, mais bon, ça c'est le côté mauvais de la diversité. Mais à part ça, c'était en 90. Il faut quand même qu'on se réveille. En 90, il y avait déjà au niveau du groupe BP des quotas pour des femmes au niveau de l'executive management. Okay, donc il est temps que la société française réagisse. Quand j'entends parler encore de sexisme dans les sociétés françaises, mais c'est scandaleux. C'est scandaleux. Je trouve qu'on est vraiment... il faut vraiment faire quelque chose. C'est terrible. Je veux dire, les réflexions qu'on peut entendre, mais je veux dire, dans le monde anglo-saxon, mais on est viré. Okay, on n'a même pas de conversation. On est viré. Et je pense que tant qu'on n'arrivera pas à ce type de choses, qui sont radicales, mais il y a un moment donné, les choses sont insupportables. Je suis désolé. Je pense qu'il faut vraiment en prendre conscience. Il faut qu'on prenne conscience de ce retard et que ce retard, effectivement, on le rattrape. Il est grand temps qu'on le fasse. Une dernière intervention. Très, très rapidement, et si vous avez des parce questions, je vais vous laisser la parole. C'est un point qui me tient à cœur. Je reviens sur les témoignages que nous avons eus sur les personnes en situation de handicap. Et d'ailleurs, je salue, monsieur le directeur, l'initiative que vous avez prise. Je ne vous avais pas vu d'organiser ces journées. Je pense que c'est vraiment quelque chose de vraiment très, très bien pour notre école. Il y a une chose qui m'a vraiment marquée dans les témoignages, c'est dommage, les personnes sont parties, en particulier le témoignage de M. Guérin. Il a dit lui-même, je me suis censuré, je ne suis pas allée dans les classes préparatoires. Il a dit ensuite, beaucoup de mes collègues s'autocensurent parce qu'ils ont peur de ne pas y arriver, il y a une perte de confiance. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas en face l'accueil. Alors pour avoir, je dis très humblement, pour avoir participé à la création de Handi Management en 82, qui était un programme qui a été repris depuis et qui se poursuit de sensibilisation des étudiants que vous êtes, futurs managers, en tout cas futurs cadres responsabilité. C'est un programme qui sensibilise ces étudiants à l'accueil des personnes en situation de handicap. C'est un programme qui se fait en 2 ou 3 demi-journées, puis 2 ou 3 soirées. Et nous l'avions lancé en fait activement dans les années 80-82 et se décliner dans plusieurs grandes écoles françaises. Je ne sais pas ce qu'il en est, je ne sais pas quelles sont les initiatives qui sont prises aujourd'hui, puisque nous sommes à Chimie Paris. Mais vraiment, je pense que ce n'est pas la solution, mais un des vecteurs d'amélioration, c'est de faire en sorte que ces personnes savent qu'elles vont être accueillies et comprises. Et ça commence à l'université, ça commence dans les grandes écoles. Et elles ne diront plus « je ne vais pas me censurer », elles vont dire « je vais venir à Chimie Paris », parce que j'ai remarqué, bien sûr, il y a toutes les, j'allais dire, l'amélioration de l'environnement, mais il y a aussi des étudiants, qui vont m'accueillir, qui vont me comprendre, qui vont faire en sorte que je sois un étudiant comme un autre. Voilà. Donc je ne sais pas ce qui est encore fait à l'école, mais avant même d'arriver aux entreprises qui, elles, ont des programmes maintenant qui sont assez perfectionnés, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire dans le milieu universitaire et le milieu des grandes écoles pour vivre, accueillir, cohabiter, partager avec ces personnes de façon normale. Voilà. Pardon. Merci beaucoup. Y a-t-il une question ? Vais-je clore ? Ou allez-vous clore ? Une question. Oui. Je vais vous proposer une conclusion, si vous acceptez que je fasse une conclusion, avec une conviction que j'ai. Je crois que la diversité, c'est l'affaire de tout le monde. Et je vais commencer par ceux qui font l'objet, justement, de la discrimination potentielle. Ceux-là, ils ont à faire un travail sur eux, sur le fait d'accepter ce qu'ils sont. C'est pas une tare d'être dans une minorité. C'est pas une tare aujourd'hui d'être homosexuel. D'ailleurs, c'est illégal de le dénoncer. C'est pas une tare d'être une femme. C'est pas une tare d'être un handicap. C'est une réalité. Enfin, c'est peut-être choquant ce que je vous dis, mais je crois qu'une des difficultés d'une plus grande acceptation et d'une plus grande valorisation de la diversité, c'est de commencer déjà par faire en sorte que les gens assument ce qu'ils sont.
Premier point. Alors ça, c'est vite dit. C'est facile à dire. Parce qu'ils le feront si quoi? Si le regard que l'environnement porte sur eux les aide, bien évidemment. Et c'est ce dont on a parlé là. Hein, ça passe par le dispositif académique, mais ça passe aussi par les mindsets, les états d'esprit dans les entreprises. Mais les états d'esprit dans les entreprises, ça a besoin d'un peu de forçage. Et là, malheureusement, on en viendra à ce que vous avez suggéré, qui finalement apparaît un côté pressurisant, un peu coercitif au démarrage, mais finalement, gardons toujours à l'esprit les bénéfices à l'arrivée. Ça prend du temps, ça paye, pour tout le monde. Nous vous remercierons, en espérant que vous sortez avec quelques idées qui vous feront grandir, ou grandir votre environnement, puisque vous avez une responsabilité maintenant pour aider votre environnement.